Puis comme on l'a vu dans la Commune, quand elles ont récupéré les canons, ou quand on les a vues à Versailles aller rechercher le roi, ou dans la Révolution russe, les femmes ont eu une part active et souvent déterminante dans les révolutions. Là, en plus, la première qui se réveille, Daisy, avant son réveil, va avoir la prémonition, va avoir une idée sur l'histoire. Oui, je n'écris jamais un livre à partir d'un sujet. Hein, je ne fonctionne pas comme ça. Quand j'ai écrit La Tour abolie, j'ai pas dit je vais écrire un livre sur une tour. Je vais pas écrire une chose comme ça. Je suis parti d'une image fondamentale qui là est à la fin du livre pour la rejoindre d'une certaine manière. Et quand j'écris ces femmes-là, l'image de base, c'est celle que vous venez de décrire, c'est-à-dire une jeune femme qui est professeure des écoles, qui un matin se réveille avant que son réveil sonne. C'est toute l'histoire du livre, c'est-à-dire la prise de conscience d'un individu avant qu'il soit trop tard, avant que les dés soient jetés et que la situation soit impossible à transformer. Donc c'est ça, cette histoire de Daisy. Et tout le livre est porté par cet élan que donnera Daisy. Et c'est vrai que je crois que, d'une part, si je regarde le monde, et pas seulement la France et pas seulement l'Europe, la condition féminine me paraît comme aujourd'hui la condition la plus terrible, la plus exploitée, parce que même si elle est infirme en France et dans les pays occidentaux, notamment à cause des problèmes d'égalité salariale, d'accession aux responsabilités, etc., si l'on regarde au-delà de ça, elle est terrifiante. Et moi, il y a une chose que j'ai vécue et qui vraisemblablement m'a profondément marqué, alors que ça a été peu de temps dans ma vie. Il y a très longtemps, avec Jérôme Prieur, nous sommes allés à Manchester pour voir le Papyrus Ryland, qui est une petite chose comme ça, qui est vraisemblablement la plus vieille copie d'un passage de l'Évangile selon Jean. D'après les épigraphistes, ça daterait de 150, c'est-à-dire extrêmement proche de la source. Bon, ça ne nous a pas pris la matinée pour voir le Papyrus Ryland et de discuter avec le conservateur des conditions de tournage. Donc on s'est retrouvés dans Manchester. Et en nous promenant dans Manchester, on est tombé sur un grand barnum, une grande tente, qui était tenue par les femmes des mineurs qui avaient mené cette si longue grève contre Margaret Thatcher. La grève était perdue. Les syndicats étaient laminés. Le chômage était massif, le désespoir était patent dans les villes. Et ces femmes continuaient le combat. C'est-à-dire que sous cette tente, elles vendaient des brochures pour expliquer ce qui avait été le conflit, pour continuer à trouver des solutions pour reprendre le combat. Elles vendaient aussi des gâteaux pour soutenir les comités de grévistes, etc. On a passé quoi ? Une vingtaine de minutes, là, on a acheté des brochures, on a acheté des gâteaux, etc. Et moi, quand je suis sorti de là, finalement, je crois que j'étais, peut-être sans en avoir conscience, mais profondément raide d'admiration pour ces femmes. Parce que ces femmes n'étaient pas les mineurs, c'était les femmes des mineurs. Pendant la grève, ce qu'on avait vu, c'était évidemment les responsables syndicaux, les mineurs, etc. Mais qui avait fait vivre cette grève? Ce n'étaient pas les mineurs, c'était les femmes des mineurs. Pendant la grève, ce qu'on avait vu, c'était évidemment les responsables syndicaux, les mineurs, etc. Mais qui avait fait vivre cette grève? C'était bien évidemment elles, ces femmes qui avaient nourri, entretenu les maisons, les enfants, etc. Qui avaient fait que ça puisse continuer, qu'ils puissent se battre pendant si longtemps. Et au bout du compte, les plus déterminées, les plus endurantes et les plus courageuses, c'était encore elles. Alors que c'était la femme des mineurs, leur sœur, leur mère, leur petite amie, leur voisine, leur cousine. C'était des gens qui avaient été maintenus dans un anonymat total et dans une position seconde. Or, c'était là l'expression, la vraie, véritable expression de la lutte. Eh bien, dans mes livres, il n'y a pas de femmes de mineurs anglais, il n'y a même pas de femmes de mineurs du tout, mais je crois qu'il y a profondément leur fantôme. Et que c'est pour ça que, dans tous mes romans,
sans que j'aie finalement à en faire un choix réfléchi, apparaissent comme les protagonistes fondamentales, ces femmes. C'était le cas dans Les Vivants et les Morts avec Dallas, mais c'est le cas dans Notre part des ténèbres, c'est le cas avec Daisy, c'est le cas avec etc. Et si je réfléchis un peu plus à ces questions-là, je me dis aussi, parce qu'on m'a posé la question, bien entendu, pourquoi les femmes, etc. Donc je ne l'avais jamais réfléchi, et je me dis qu'il y a aussi sans doute un élément important qui est que toutes mes amitiés littéraires ont été et sont encore aujourd'hui très majoritairement des femmes. J'ai toujours été très sensible à leur littérature. Geneviève Serrault, qui était la secrétaire de rédaction de la revue Les Lettres Nouvelles que dirigeait Maurice Nadeau, je peux le dire d'une certaine manière, m'a appris à écrire. Geneviève, qui était une romancière, qui était la première traductrice de Brecht, qui était une femme exceptionnelle, dont il faudrait aujourd'hui faire ressortir l'œuvre, et qu'on connaît à peine, ou quand on la cite, on dit oui, c'est la mère de Colline Serrault. Non, non, c'était elle, le grand personnage. Mais j'ai été lié à Marguerite Duras, dont j'ai publié l'été 80 dans Libération, quand j'étais responsable des pages littéraires, avec Christiane Rochefort, qui habitait dans le 20e, où habitait un de mes grands-oncles, avec Nathalie Sarraute, à qui je dois une scène En compagnie d'Antonin Artaud. Voilà, je peux vous la raconter, elle est magnifique. Je discutais de préparer ce film, et je raconte ça à Nathalie Sarraute, et Lucia Joyce, la fille de James Joyce, était dans la clinique d'Ivry où était Antonin Artaud, au même moment. Et Nathalie Sarraute me dit, mais je vais voir, je suis sans doute une des dernières visiteuses de Lucia Joyce, qui était dans une clinique en Suisse, et je vais la voir à peu près une fois par an. Ah bon ? C'était très curieux. Je lui dis, mais vous parlez de quoi? Elle me dit de rien, elle est quasiment mutique. Ah bon? Elle me dit, si, finalement, il y a de temps en temps, elle se souvient de chansons que lui chantait son père. Et donc, dans mon film, j'ai fait passer dans la clinique d'Ivry une jeune fille qui chantait 2 vers de chamber music que Jean-Claude Petit avait mis en musique. Ça venait de là. Et puis j'étais très lié, très proche de Béatrice Beck, sur qui j'ai fait un film d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis aussi toujours très lié, très ami avec Annie Ernaux, avec qui on a partagé, et avec qui je partage toujours, beaucoup de combats politiques. On est beaucoup intervenus sur le même terrain. On a signé beaucoup de choses ensemble. Et bon. Donc, j'ai un goût pour ça. Et parmi mes regrets, mais oui, si un peu quand même, je regrette par exemple de ne jamais avoir rencontré Violette Leduc ou Nick Azurne. Je veux dire, voilà des femmes dont j'aime énormément les livres, beaucoup, qui je trouve d'une très grande littérature. Bon, ça a ajouté aux femmes de mineurs anglais, et ça donne une espèce de précipité qui fait qu'aujourd'hui, les femmes sont les personnages, les protagonistes principales de mes livres. Et en plus, elles ont de l'humour dans les livres. Est-ce que vous désirez poser des questions? Un peu ébloui après cette présentation très rapide. J'ai lu le livre, effectivement moi je suis aussi le mouvement des Gilets jaunes, je suis dedans. Je me dis à chaque fois, mais on est dans la réalité ou on est dans la fiction, ça va arriver ou pas? Bon, j'ai lu ça cet été, hein. Et puis j'étais troublé parce que je me suis dit tout de suite, ah non, ce dont il parle, par exemple l'arrestation des syndicalistes, des arrestations préventives de syndicalistes. Bon, je me suis dit, mais est-ce que ça existait ça? Puis au mois de septembre, il y a eu, non, au 14 juillet, pardon, c'était les arrestations des Gilets jaunes, hein, en prévention, Maxime Nicole par exemple. Et j'en ai parlé à quelqu'un, m'a dit, mais non, ça existe déjà, à la COP21, il y a déjà eu ça. Donc du coup, je prenais pour quelque chose d'anticipation, en fait, c'était déjà produit, mais il y a les deux mouvements. Donc c'est assez troublant. Et bon, je voulais parler du cinéma, mais je ne vais pas en parler pour ne pas monopoliser. Mais sur la tour abolie, j'ai une autre remarque. Comme disait Jean-Christophe, effectivement, à un moment, le livre est un peu tombé des mains, mais enfin, je trouvais ça dur. Il y a des pages très trash. Bon, moi, j'ai vécu en banlieue, je suis pas si vieux que ça, mais je connais pas mal de Verlan ou d'argot, tout ça. Mais là, il y a même des mots que je connaissais pas, quoi. J'ai trouvé ça hyper trash. Et j'ai arrêté le bouquin.
Et entre-temps, on a reçu Marion Messina. Donc parmi vos... J'imagine que vous la connaissez, elle est aussi avec vous là, dans les Gilets jaunes. J'ai lu son bouquin, et elle parle, elle aussi, de la tour abolie en quelque sorte, mais du niveau zéro, avec son bouquin d'hôtesse d'accueil. Ça m'est arrivé de travailler dans ces tours, moi, et je remarquais pas ça. Je remarquais les femmes de ménage, c'est quelque chose auquel j'étais plus sensible, mais je remarquais pas les hôtesses d'accueil, en fait, elles n'avaient pas de boulot, c'est un bullshit job. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir lu les deux bouquins un petit peu en parallèle. Et du coup, ça m'a redonné envie de finir la fin, et les 150 dernières pages, je les ai dévorées. Et parce que la langue est essentielle, c'est ça. Un certain type de langage, qui est d'ailleurs très inventif, est le langage des junkies. Ils parlent d'une certaine manière, d'une certaine chose, et que de tout temps, Céline le disait très justement à mon avis, l'argot est né de la haine. Et c'est vrai qu'il y a dans la tour abolie certains personnages qui expriment cette haine. Et cette haine, elle est par l'accaparement, la déformation, l'écrasement de la langue commune, sa transformation absolue, sa violence faite à la langue. Et il faut l'entendre. En l'entendant, eh bien oui, soudain on la voit. Et je crois que c'est vrai, c'est ça aussi qui m'a porté pour écrire le livre. Mais quand on écrit, et particulièrement la tour abolie, mais c'est vrai aussi pour ces femmes-là, aussi surprenant que ça paraisse, pour moi la grande référence littéraire, c'est la poésie en prose. Et que c'est là que ça nous rapproche du cinéma. Parce que le cinéma, j'aime beaucoup en anglais, c'est movie, le mouvement. Eh bien, quand j'écris, j'essaye de conserver ça, d'avoir ce mouvement, d'avoir ce rythme. Et dans la poésie en prose, eh bien, c'est essentiel, parce qu'il suffit d'un mot en trop ou d'un vers mal placé, et ça n'existe plus, ça tombe, c'est plus de la poésie, c'est rien, c'est de la prose, c'est rien. Et donc, il y a ce travail de la langue qui doit porter la lectrice ou le lecteur tout autant que l'action. Et ça me fait plaisir d'entendre que quand vous avez lu les 150 dernières pages, soudain, vous avez été emporté par cette langue qui, dans un premier mouvement, vraisemblablement vous heurtait ou vous mettait devant un mur d'incompréhension. Mais il faut se laisser avaler par la langue, par la littérature. Il faut se laisser, il faut s'y donner. Et puis, c'est vrai que j'ai la prétention d'écrire des romans qui sont aussi des boissons fortes. Et quand j'ai le livre en main, mon sentiment est que je suis passé à côté, qu'il y a quelque chose que je n'ai pas atteint, qu'il est ce qu'il est, mais c'est pas ça. Et comme je me pense autant cinéaste qu'écrivain, un peu comme un peintre qui viendrait en repentir sur une chose qu'il a faite, je refais cette histoire cinématographiquement et ça donne Vive la sociale, qui est mon premier film de fiction. Une discussion que j'ai eue avec plusieurs cinéastes, et notamment avec Claude Sautet, si on pouvait refaire les films, on les referait. C'est important aussi que, je vous dis que j'allais parler de la littérature et du cinéma, parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas écrire en ignorant la leçon du cinéma. Je crois que j'ai vu autant de films, et peut-être même plus que j'ai lu de livres. Je me pense autant écrivain que cinéaste, et que j'aime beaucoup la phrase de Mallarmé qui disait à propos de la danse et de la poésie qu'elle s'allumait pour lui de feux réciproques. Et bien pour moi, le cinéma et la littérature s'allument de feux réciproques. Et si on me demande qu'est-ce que vous faites, ma réponse est toujours la même, j'écris. J'écris, ça prend parfois une forme cinématographique, d'autres fois une forme littéraire, mais en réalité, ce qui lie l'ensemble des travaux que j'ai faits, que ce soit sur le domaine, disons, de l'essai, de la poésie, du roman, du documentaire, de la fiction, c'est l'écriture. Il y a toujours de l'écriture, et quand je tourne en compagnie d'Antonin Artaud, et puis avant, quand on tourne avec Jérôme Prieur le documentaire La véritable histoire d'Artaud le Momo, au départ, il y a le journal d'un jeune poète qui s'appelait Jacques Prevel,
Et donc, il y a ça. On part de ce journal. De ce journal va naître ce documentaire de plus de 3 heures, puis le film de fiction que je ferai avec Samy Frey et Marc Barbet. Et au bout de ce travail, avec Jérôme, nous allons rééditer l'intégralité du journal de Jacques Prevel. Il y avait une édition qui était très lacunaire et par certains points très fautive, et l'intégralité de ses poèmes. Donc, il y a un livre qui part d'un livre, et on arrive encore à un livre. De la même façon, dans les travaux que nous avons faits sur la littérature chrétienne et la littérature musulmane, bien entendu, nous sommes partis de lecture, et quelle lecture, pour revenir à publier nous-mêmes des essais sur la question. Je crois que ce chemin-là, je l'ai fait de façon constante. Peut-être le meilleur exemple, j'y pense à l'instant, le meilleur exemple, c'est mon livre « Vive la sociale ». Je publie Vive la sociale, qui est le premier livre que je publie, et je le dis en toute modestie, c'est un succès. Pour un premier roman, ça se vend à un peu plus de 15 000 exemplaires, ce qui est exceptionnel. Un premier roman, ça se vend à 800 000 exemplaires. J'en vends là. Et quand j'ai le livre en main, mon sentiment est que je suis passé à côté, qu'il y a quelque chose que je n'ai pas atteint, qu'il est ce qu'il est, mais c'est pas ça. Et comme je me pense autant cinéaste qu'écrivain, un peu comme un peintre qui viendrait en repentir sur une chose qu'il a faite, je refais cette histoire cinématographiquement, et ça donne Vive la sociale, qui est mon premier film de fiction. Et à nouveau, j'ai du succès, j'ai le prix Jean Vigo, une critique formidable, beaucoup de gens dans les salles, etc. Et en voyant le film, je me dis non, c'est toujours pas ça. Et quand on me propose d'éditer le livre en livre de poche, j'accepte à condition de le réécrire entièrement, ce que je fais, et d'ailleurs 10 ans après, je l'écrirai encore une autre fois. Et mon éditeur, Jean-Étienne Coetzea, fera une chose très bien, il m'offrira un livre, une édition des imprimeries nationales qui, en un seul volume, mais gros comme ça, recensait toutes les versions de Poil de carotte de Jules Renard, qui toute sa vie a réécrit Poil de carotte, jamais de la même façon, et qui l'aurait vraisemblablement encore écrit s'il n'était mort, puisqu'il y a ces fameux passages dans le journal de Poil de carotte secret qui l'avait retenu jusqu'à là, et que, bon, il pourrait faire ça. C'est-à-dire que un livre, mais un film aussi, ne sont pas des objets morts. Quand on publie un livre, ce n'est pas un cercueil dans lequel on met des mots, et quand on fait un film de la même manière. Et c'est vrai que si l'on pouvait refaire, et je sais pas, c'est une discussion que j'ai eue avec plusieurs cinéastes, et notamment avec Claude Sautet, si on pouvait refaire les films, on les referait. Marcel Pagnol a tourné 3 fois Topaz, et j'ai discuté avec Jacqueline Pagnol. La dernière version qu'il avait faite avec Fernandel ne le satisfaisait pas, et il voulait en refaire une autre encore. Et 3 fois, eh bien, cette relation vivante, je dirais, à l'œuvre, c'est quelque chose d'essentiel. Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel pour le lecteur, que le lecteur sent profondément que ce n'est pas un objet mort. Et c'est ça que j'espère que vous ressentirez en lisant mes livres ou en voyant mes films, que ce n'est pas de la mort cristallisée. Au contraire, c'est une chose vivante, tout à fait opérante dans la société qui est la nôtre. Est-ce qu'il y a des questions, Gérard Mordia? Il y avait une anecdote avec Balthus qui peignait aussi énormément, vous ne lâchez pas ses tableaux, même quand il les avait vendus. Et il lui est arrivé une fois qu'il y avait tellement de peinture que la peinture est tombée. Parce qu'il y avait une grosse masse de peinture, c'était trop lourd. Il était très heureux, il allait pouvoir se mettre à repeindre. Mais sur ce même registre, la plus belle anecdote est avec Bonnard, qui est dans un musée, le gardien de musée somnole, et un vieux monsieur arrive, il ne fait pas attention, jusqu'au moment où d'un seul coup il se rend compte que le vieux monsieur est en train de peindre sur un tableau. Alerte au général, les vigiles, la police, le machin, on tombe sur le malheureux, avant de s'apercevoir que c'est Pierre Bonnard, qui dans la nuit avait pensé à son tableau, et qui allait au musée pour faire une retouche. C'est magnifique, c'est magnifique.
sur le mode des travaux que j'ai fait précédemment avec Jérôme Prieur, c'est-à-dire il n'y a que des économistes, des sociologues, des anthropologues, un juriste qui réfléchissent à voix haute devant la caméra. Et puis nous, on publie en même temps un essai de nos propres travaux et de nos propres hypothèses. Je signale ça parce que je veux revenir sur le fait de ce que je disais tout à l'heure, sur à la fois ce mur médiatique et sur ce mur de l'argent, qui fait que toute parole autre que la doxa néolibérale l'on nous sert médiatiquement de façon très quotidienne impose finalement de chercher d'autres voies. C'est-à-dire que on voit dans ces albums notamment une description de la crucifixion qui est, du point de vue des sources archéologiques et des textes d'ailleurs, très très vraisemblable. C'est pas du tout l'imagerie chrétienne, pas du tout, mais c'est très vraisemblable. Donc j'insiste sur ça pour montrer qu'aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure que j'étais un artiste de variété, les circonstances m'amènent à être un artiste de variété, parce que, encore une fois, on peut peut-être prendre un petit pas en avant sur l'idée de ce que, j'espère, vous allez voir après. C'est-à-dire que j'ai tourné avec mon ami Bertrand Roté une série coproduite par Arte sur les questions économiques, essentiellement sur la production. C'est-à-dire que nous avons tourné 6 épisodes, un sur le travail que vous allez voir en avant-première, un sur l'emploi, un sur le salaire, un sur le capital, un sur le profit, un dernier sur le marché. Et on publie parallèlement à ça nos propres recherches, parce que ces épisodes-là sont sur le mode des travaux que j'ai fait précédemment avec Jérôme Prieur, c'est-à-dire il n'y a que des économistes, des sociologues, des anthropologues, un juriste qui réfléchissent à voix haute devant la caméra. Et puis nous, on publie en même temps un essai de nos propres travaux et de nos propres hypothèses. Je signale ça parce que je veux revenir sur le fait de ce que je disais tout à l'heure, sur à la fois ce mur médiatique et sur ce mur de l'argent, qui fait que toute parole autre que la doxa néolibérale l'on nous sert médiatiquement de façon très quotidienne impose finalement de chercher d'autres voies. Par exemple, Frédéric Lordon écrit sous forme théâtrale d'un retournement l'autre sur la crise des subprimes. Il écrit ça en alexandrin parce que, passant par le théâtre, soudain il peut faire entendre une chose que peut-être il ferait moins entendre à travers un essai publié ou même un article dans le Diplo. C'est passer par ailleurs. Et moi, je m'empare du texte et j'en fais un film pour aller encore ailleurs, parce que les places qui nous sont accordées où l'on pourrait faire entendre ce type de discours sont si rares qu'il faut chercher des moyens. Et voilà encore une voie. Là, on a cette démarche qui est une écriture télévisuelle, cinématographique, d'analyse critique des concepts fondamentaux de l'économie. Bon, c'est une façon d'écrire. Et cette façon d'écrire s'adresse à un public. Mais il y a un autre public auquel on peut s'adresser, qui est un public de lectrices et de lecteurs. Donc on publie ce livre et cet essai sous la forme d'un essai. Mais en réalité, ce qui se dit dans l'essai, profondément, n'est pas différent de ce qui se dit, par exemple, dans ces 2 livres. Et vous m'avez posé tout à l'heure la question de savoir que est-ce que ça pourrait faire une série télévisée. Eh bien, comme il y a devant moi, c'est impossible pour l'instant, en tout cas, et que notre part des ténèbres que je voulais faire en série et qui s'y serait prêtée de façon magnifique parce que c'est très spectaculaire et que ça ne coûtait pas si cher que ça puisque tout se passe à l'intérieur d'un bateau et qu'on pouvait tourner en studio, eh bien je passe par une autre voie, je le fais par la voie de la bande dessinée.
Et Éric Liberge, qui est le dessinateur, dans un débat, je l'ai entendu dire quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Éric Liberge disait que, à son avis, dans 10 ans, l'enseignement de l'histoire se ferait à travers la bande dessinée. Parce que là aussi, il y a tout un domaine de l'histoire qui est totalement occulté par, disons, les puissances mainstream et du cinéma et de la télévision, voire de la littérature, qui existent là. Regardez, quand Jean Vautrin fait avec Tardy sa série sur la Commune, il le fait parce que le film que nous voulions faire sur la Commune est impossible à monter. On avait pensé y arriver jusqu'au moment où les patrons d'Hachette ont dit il n'est pas question qu'on investisse sur un film sur la Commune. Costa Gavras a essayé de son côté, Jean-Louis Comolli, pour l'instant c'est le film impossible, le film sur la Commune. Eh bien, Jean Vautrin trouve la voie et passe par la bande dessinée avec Tardy, et d'ailleurs fait un triomphe, ce qui montre encore une fois que les barrières sont des barrières idéologiques, parce que si, on en parlait tout à l'heure, si ces personnes étaient des capitalistes conséquents, ils se diraient, mais il y a un immense public pour voir ça, il faut y aller, même si on défend des positions absolument inverses. Mais c'est pas ça. En France, le poids de l'idéologie est fondamental. Et toujours avec Éric Liberge et avec Jérôme Prieur, nous avons publié aussi récemment 3 tomes à propos du sphère de Turin, parce que le sphère est peint au XIVe siècle, photographié au XIXe, et qu'au XXe ou XXIe siècle, on pouvait penser faire un film sur ça, parce que là aussi, c'était au départ un projet cinématographique qui s'est trouvé impossible. Or, on y arrive par là. Et le travail sur le sphère, par exemple, sur le plan historique, c'est de l'historico-critique absolument remarquable. C'est-à-dire que on voit dans ces albums, notamment une description de la crucifixion, qui est, du point de vue des sources archéologiques et des textes d'ailleurs, très très vraisemblable. C'est pas du tout l'imagerie chrétienne, pas du tout, mais c'est très vraisemblable. Donc j'insiste sur ça pour montrer qu'aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure que j'étais un artiste de variété, les circonstances m'amènent à être un artiste de variété, parce que, encore une fois, les moyens, disons, banals ou ordinaires de l'expression que serait la télévision ou le cinéma notamment, sont aujourd'hui impraticables. On est sur le plan télévisuel et cinématographique dans une période détestable, très académique, très en retrait, très en retour, où le pire conservatisme passe pour du grand art. Et bien donc, il ne faut pas hésiter à se risquer ailleurs. Et l'année prochaine, à partir du mois de mai, je serai sur scène avec François Morel pour un spectacle qu'on a écrit tous les deux. Et on va passer par autre chose. On va passer par une sorte de conférence chantée. Voilà, il faut sans arrêt faire ça. Et c'est vrai que les livres, les films, les bandes dessinées, la radio, tout ce que l'on peut, pour faire entendre d'autres voix. Parce que ce discours m'est insupportable, qui est le discours « il n'y a pas d'alternative ». Il n'y a que ce qui est l'ordinaire d'aujourd'hui, et que de toute façon, une fois pour toutes, le capitalisme est le stade ultime de l'organisation humaine, et que le marché se confond avec la démocratie. Là, si j'avais une boîte à rire, j'appuierais dessus, parce que forcément, ça ne peut que nous faire rire. Mais voilà, et donc c'est ça qui en même temps a un côté désespérant et en même temps un côté stimulant, parce que on ne peut pas renoncer. Nous ne sommes pas assez riches pour renoncer. Est-ce qu'il n'y aurait pas le risque, en faisant de l'histoire avec des films, de se retrouver dans la situation d'Octobre, de Sunshine, de Naissance d'une nation, Griffith? Le réel et... Oui, mais c'est vrai que des films, c'est assez étonnant, mais la Révolution, enfin Octobre,
on voit dans des films de montage, etc., les plans tournés par Eisenstein comme si ça avait été tourné au moment même de la prise du Palais d'Hiver. Donc c'est de la pure mise en scène. Et de la même façon, La naissance d'une nation de Griffith a été considéré comme un film, entre guillemets, historique. Donc, et d'ailleurs, Griffith en a été mortifié. C'était terrible. Et donc, mais en même temps, je trouve que l'histoire est aussi un bon curseur pour réfléchir à la position qui est la nôtre en France. Parce que les Français, et peut-être plus que les autres pays, ont une très haute idée de l'histoire de France. Mais si on regarde cette histoire, on s'aperçoit, et si on prend le cinéma comme point de référence, on s'aperçoit que cette histoire n'est supportable que hagiographique. On ne veut bien entendre l'histoire que si c'est l'histoire des victoires. Et c'est quand même extravagant de penser que sur la Révolution française, sur 1789, il y a en réalité très peu de films. Il y en a une dizaine peut-être. Très peu de films. Ne parlons pas de 93, quasiment pas. Et puis si on avance dans le temps, bien entendu, il n'y a rien sur la Révolution de 48, il n'y a rien sur la Commune, il n'y a rien sur les guerres coloniales, alors on arrive à la guerre d'Algérie où il y a un film à peu près tous les 7 ans qui est fait et qui a le même grand succès de presse et pas d'un seul spectateur dans les salles. Sur la guerre d'Indochine, il y a une fois pour toutes le film de Schoendorfer, la 317e section. Et donc on voit qu'il y a un espèce de refus de l'histoire, une façon de récuser l'histoire, avec à côté, bien entendu, un mouvement de réécriture permanente de l'histoire. Mon ami Dan Frank me racontait qu'il avait été sollicité par TF1 pour un énorme projet de 6 fois 1h30 sur la résistance, et qu'il avait été remercié dès qu'il avait écrit les synopsis des épisodes, parce que les gens de TF1 ne pouvaient pas accepter que les premiers maquis et les premiers résistants armés soient des communistes qui étaient en lutte contre le pacte germano-soviétique. Guingouin, Tillon, Marty, etc. Ils voulaient absolument, et Dan Frank, qui n'est pas communiste, me disait, mais attendez, c'est l'histoire dont on parle pas de... Et non, c'était des gaullistes. Il dit non, il n'y a aucun maquis gaulliste, et surtout pas en 40. Et donc on voit qu'il y a cette réécriture permanente de l'histoire, et que là aussi, bien sûr, il va, et c'est important, de revenir sans cesse sur une lecture critique de l'histoire. Les travaux qu'on a faits avec Jérôme Prieur étaient des travaux historico-critiques sur la littérature chrétienne et sur la littérature musulmane, parce que ces littératures sont des témoins fiables de l'histoire. Alors, ça ne dit pas automatiquement, on ne touche pas à l'histoire, aux faits bruts, mais au moins on entend l'écho, et à partir de ça, on peut en avoir une lecture critique. Et apprendre à lire et avoir cette démarche critique sur ce que sont ces textes et ce que ces textes peuvent nous dire si on les lit attentivement, eh bien pour moi, c'est absolument de même nature que lorsque je préface une réédition du Capital. Il y a toujours ce travail de lecture, et que ce travail de lecture, il est essentiel. Or, on voudrait que nous ne sachions plus lire, que nous soyons définitivement dans un autre monde où seuls les messages de 124 lettres seraient intéressants. Notre relation à l'histoire nous donne des idées sur le niveau de liberté dont on peut disposer. En URSS, on disait qu'on ne savait jamais ce qui avait bien pu se passer avant, parce que ça changeait tout le temps. Donc notre écriture de l'histoire, là on était parti un peu sur l'économie et sur le film l'épisode que vous allez voir ce soir. Le premier épisode, si ma mémoire est bonne, on se pose beaucoup de questions sur des mots. Qu'est-ce que c'est que l'emploi ? Qu'est-ce que c'est le travail ? Enfin, des notions qui ont l'air très très simples, on en parlait un petit peu. Maintenant, il y a des économistes qui font des modèles mathématiques extrêmement sophistiqués, avec un grand nombre d'inconnus qui tournent sur des très gros ordinateurs. Mais quand on pose la question, qu'est-ce que c'est le travail ? On les laisse muets.
Oui, et c'est pour ça que nous avons voulu repartir de ces notions fondamentales, parce que, en simplifiant, je veux dire, sur un terrain purement de réflexion, il est important de distinguer le travail de l'emploi, parce qu'on a vu publier des livres qui disaient la fin du travail et tout. C'est absurde. L'homme a toujours travaillé et travaillera toujours. Si la fin du travail, c'est la fin de l'humanité. Parce que le travail porte en lui, évidemment, une part de création et d'initiative individuelle et de transformation de la nature et des objets pour assurer la survie de la personne. Un type qui sculpte, il travaille. Une facturière qui remplit des factures toute la journée, elle a un emploi. Ce n'est pas la même chose. Et donc il faut bien comprendre ce distinguo qu'on voudrait confondre d'un même mot, travail, emploi, tout ça c'est la même chose. Non, non, il faut savoir très précisément de quoi on parle. Et c'est vrai que les formes contemporaines de l'emploi sont particulièrement inquiétantes. Je pense à l'ubérisation, à ces choses-là, mais aussi au contrat zéro des Anglais, au mini-job allemand, à toutes ces choses-là. Et donc, il faut y prêter une grande attention. Donc, on essaye d'analyser, et on analyse, à mon avis, avec beaucoup de pertinence, ce qu'est le travail. Et c'est vrai qu'Alain Supiot, qui est du Collège de France, qui est un juriste, commence en disant cette chose qui nous avait tous fait évidemment beaucoup réfléchir, en disant le travail à l'origine c'est une femme qui accouche, une femme au travail. Et donc à la fois il y a cette création, il y a cette naissance, il y a cette douleur, il y a etc. Il y a tout est porté. Ben là aussi, j'ai dit à Alain Supiot, ben voilà, c'est exactement de la même façon que je démarre un livre, c'est-à-dire sur un mot, sur une image, et cette femme qui accouche, eh bien, elle porte en elle toute l'histoire du travail. Et je crois que ça mérite qu'on s'y attache. On a vu que les femmes, elles faisaient les révolutions, maintenant ce sont elles qui travaillent. On a parlé de 2 romans, on a parlé... Attends, ce sont elles qui travaillent, mais là aussi, dans le livre, on cite cette statistique qui m'avait été transmise par Aurélie Trouvé, la présidente de l'ATTAC. Dans le monde, 75% du travail est effectué par des femmes. Et dans ces 75%, il y a seulement 25% qui soit du travail salarié. C'est-à-dire qu'il y a une part immense de travail qui est du travail donné au capital. Parce que quand une femme travaille chez elle, qu'elle s'occupe de la nourriture, des enfants, etc., et comme l'expliquait Marx, qu'elle finalement elle aide à reconstituer la force de travail pour son mari, à la fois c'est dénigré en tant que travail, on dit c'est pas du travail, et ensuite c'est évidemment pas salarié puisque c'est mis sur le compte de l'amour, du dévouement, etc., etc. Et cette part immense de travail, c'est un travail qui est finalement entièrement perdu pour les femmes qui le font et entièrement gagné par le capital qui trouve là une source de revenus inespérée et inépuisable. Bon, reprise de volet sur la définition du travail où on va retrouver un peu ce soir. Donc à propos de cet épisode, Gérard a parlé d'un essai, il est disponible ce soir. Il a parlé d'une bande dessinée qui a permis de faire comme un film. Ce sera disponible ce soir. Donc c'est dans le hall avec la librairie Jean-Jacques Rousseau. On m'a demandé de tenir un horaire. On s'y tient à peu près. Sans qu'on ait fait de grands signes, c'est correct? Bon. Et alors, avant qu'on se retrouve pour le film, j'aimerais vous quitter sur un poème que j'ai écrit et qui dit ceci. Les enfants dorment, j'écris sur leurs paupières les mots secrets de leurs rêves. Petits enfants, soyez sages, sinon le diable vous emmènera à la Comédie Française.